j'ai choisi de vous montrer une image de George Floyd euh, correcte, c'est-à-dire que j'aurais pu vous montrer des choses assez horribles, et on montre souvent des corps noirs assassinés, en train d'être tués, etc. C'est quelque chose dont on parle beaucoup sur les réseaux ou entre nous, voilà. Et moi, je voulais montrer George Floyd décent. En tout cas, voilà. Je voulais montrer cette image. Elle n'est pas anodine parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de quand il est décédé, puisqu'on était tous devant nos télés, à minima, devant nos ordinateurs. Il y a eu pas mal de discussions au sein de la communauté Content plus UX, qui est un Slack où on est un certain nombre à être. Et donc, il y a eu pas mal de discussions sur quel est notre rôle en tant que designer. Est-ce que nous aussi, on perpétue des stéréotypes? Est-ce que nous aussi, on inclut, même si on fait du contenu, même si ça a l'air anodin? Et en fait, on était tous et toutes d'accord pour dire que nous avons toutes et tous un rôle à jouer. Et je vous raconte une anecdote enfin, c'est une trouvaille d'il y a quelques semaines, hein, mais 2 ans avant le meurtre de George Floyd, il y a quelqu'un qui s'appelle Victor Steiner. J'ai un peu échangé avec lui parce qu'en fait, c'est la première personne à avoir dit il faudrait changer les termes master et slave euh, et les enlever déjà du code, parce que lui, il est développeur et il travaille sur Python, et il est français. Mais il se trouve que Python, c'est une communauté internationale et il fait partie des gens qui rédigent les codes et qui changent les guidelines. Ce qui est important, c'est que juste en suggérant ce changement, en indiquant que pour des questions d'inclusion, pour pas utiliser des termes qui posent problème, ce serait bien de les enlever. Et il avait suggéré des changements. C'est important, donc qu'on en parle parce que en fait, il a eu des milliers de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, sur 4chan. Des gens ont carrément donné son nom complet et coordonnées de son employeur. Il a eu des menaces de mort. Il y a eu plein d'articles dans les médias, dans tous les médias internationaux, sur ça et sur cette suggestion de changement d'un terme. C'est quand même juste 2 mots, master, slave. Et ce sont des mots qui sont certes, enfin, c'est juste des mots, mais clairement, ce sont des mots qui sont gênants. Donc, c'est pour vous dire que des gens ont voulu changer les choses avant et ça n'a pas forcément été très simple. Donc, il a fallu, malheureusement, que George Floyd décède pour qu'il y ait une vraie prise de conscience générale sur le fait qu'il faut qu'on change les choses et que oui, nous avons un rôle à jouer. Et donc, je sais qu'on est beaucoup du X-Writer ici et j'en suis ravie. Donc, je vais essayer d'aller un tout petit peu plus loin que certaines présentations que j'ai faites avant pour vous donner peut-être des clés un tout petit peu plus précises. Voilà, je pense, en tout cas, j'espère. En tout cas, c'est ma petite mission ce soir. Mais donc, changer un mot, c'est pas anodin. Et euh, j'aime bien cette citation de Lisa Feldman qui dit: un mot haineux peut provoquer un afflux d'hormones dans votre cerveau qui réduit nos ressources corporelles. Donc, un mot, c'est pas juste un mot. Un mot, ça peut blesser. Je pense qu'on s'est toutes et tous retrouvés dans des situations où quelqu'un vous dit quelque chose qui a l'air peut-être anodin pour cette personne, mais en fait, vous vous sentez blessé. Et ben, en fait, c'est la même chose dans une expérience. Euh, les mots qu'on va utiliser peuvent blesser. Et je peux vous donner un autre exemple, hein. Les personnes, il y a des personnes qui ont des maladies mentales. Quand on va utiliser des termes comme fou, comme c'est schizophrénique, etc., etc., c'est des mots clairement qui vont être gênants, en tout cas gênants pour les personnes concernées, et qui vont en fait repousser la personne de vos expériences. Donc, vraiment, c'est pas juste des mots qu'on utilise, c'est beaucoup plus que ça. Et donc, pour moi, en tout cas, l'inclusion, c'est essayer d'être juste et utiliser un langage inclusif, c'est montrer votre intérêt pour les autres, pour les personnes qui utilisent votre service. On parle d'être human-centered, clairement, c'est tout l'enjeu. C'est essayer de créer des expériences qui sont centrées sur les gens et qui essayent en fait de faire en sorte que pour eux, l'expérience soit la plus fluide possible, la plus simple possible, mais qu'il n'y ait aucune micro-agression, parce qu'on est vraiment dans l'agression, même si elle est toute petite, qu'il n'y ait aucune micro-agression et que la personne puisse juste faire son expérience, en tout cas faire ce qu'elle est venue faire. Le pouvoir des mots n'est pas une métaphore, il est intégré dans le circuit de notre cerveau. Et en tout cas, si vous vous intéressez à toutes les sciences cognitives, aux neurosciences, vous découvrirez vraiment pas mal de choses. Il y a The Body Keeps the Score, il y a pas mal de livres en fait qui sont passionnants et qui vous permettent de comprendre que toutes ces agressions qu'on va avoir parce que quelqu'un vous a mal parlé, parce qu'une expérience n'était absolument pas inclusive ou pas facile, parce que évidemment là, je me focalise sur les mots, mais une expérience qui est complexe, sur laquelle la personne ne peut pas, enfin,
faire ce qu'elle a à faire ou va jusqu'au bout et est bloquée et ne peut pas aller au bout, évidemment, c'est beaucoup de frustration et notre objectif, c'est de tenter d'éviter cette frustration, mais donc aussi prenant en compte, pardon, que les mots ont aussi un pouvoir. Et donc moi, mon objectif, en tout cas, c'est qu'on change d'état d'esprit et qu'on fasse du design inclusif, donc qu'on pense pas juste, les mots qu'on pose sur une interface. Des fois, j'entends, «Non mais c'est bon, tu te prends trop la tête». Moi, mon rôle précisément, c'est de me prendre la tête pour que l'expérience soit la plus fluide possible, qu'elle soit la plus agréable possible et donc qu'on pense ces mots, et nos intentions, enfin qu'on le fasse vraiment de manière intentionnelle. C'est pas ça doit pas être un accident, c'est pas juste des mots, c'est être vraiment conscient de ce qu'on fait. Et donc, il y a un gros travail, je sais qu'on parle beaucoup de déconstruction sur les questions féministes. Et ben en fait, on a un travail de déconstruction qui est beaucoup plus large que ça. Pardon, je prends un verre d'eau. Et donc, on a tout un travail de déconstruction à faire. Et en tout cas, je vais essayer de vous montrer quelques notions. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, ce que je veux aussi vous expliquer, enfin, je ne vais pas l'expliquer là. Je sais que là, je suis en train de travailler sur ce point précisément en ce moment. Mais avant de revoir notre place en tant que designer, euh, toute notre déconstruction, elle est sociale. Et comme l'a dit Cyril il y a quelques instants, tout ce qu'on apprend, enfin, c'est la société a été designée, elle a souvent été designée par des hommes. Désolée s'il y a des hommes dans la salle, et évidemment, je sais qu'il y en a quelques-uns, mais souvent des hommes blancs avec un certain pouvoir. Quand on parle de patriarcat, etc., et on sait qu'il y a des choses qui ont influé, qui ont créé un certain nombre de normes qu'on subit encore aujourd'hui alors qu'elles ont été créées il y a des siècles. Et donc, l'objectif, en gros, c'est qu'on arrive à ouvrir les yeux et qu'on se dise pas juste, bon, c'est moi en tant que designer ou moi en tant que personne qui suis problématique. Il y a des choses, évidemment, qu'on peut revoir personnellement, mais c'est aussi des systèmes qui sont à modifier, à déconstruire. Et puis, il y a des gens qui verront pas, en tout cas, qui n'accepteront pas certaines idées, et c'est pas grave. En tout cas, l'idée, c'est déjà que vous, en tant que designer, vous soyez ouvert et ouverte à ces questions. Voilà. Mais donc, l'idée reçue numéro un, c'est de se dire, dans ce que je conçois, il n'y a pas de préjugés, moi je suis neutre, etc. Déjà, dites-vous, concrètement, c'est faux. Même, je travaille sur ces questions et je sais qu'il m'arrive encore de devoir retravailler des copies ou prendre en compte certaines choses que j'avais pas vues ou pas imaginées. Donc, clairement, on a tous un regard, notre regard sur le monde est déjà biaisé. Donc, c'est pour ça qu'il faut de toute façon qu'on fasse attention. Un point important, très important d'ailleurs, la neutralité et l'objectivité n'existent pas. Donc, ne vous dites pas, non, mais c'est bon, ma vision est universelle, je suis objective ou objectif. On a tous un vécu, on a tous une histoire. Euh, c'est juste impossible. Et regardez juste les médias. Moi, j'ai travaillé effectivement dans les médias pendant longtemps. Chaque média essaie de faire le mieux possible, mais chaque média a bien un parti pris. Et ben, nous, de la même manière, notre histoire, notre vécu, nos expériences font qu'on a un regard sur le monde et qu'on le met sur la table quand on design. Et justement, je parlais des médias. Ça, donc, c'est un article, je ne me rappelle plus dans quelle publication il est sorti, mais bon, je pourrais vous le dire après si ça vous intéresse. En tout cas, c'est un article qui est sorti en 2017 et qui présentait les acteurs clés de la scène startup, donc en 2017. Et je pose souvent la question quand quand je fais cette présentation et je dis, voilà, donc je ne sais pas ce que vous voyez, mais n'hésitez pas à le mettre en commentaire. C'est intéressant. En tout cas, je ne vois pas vos écrans, hein, mais donc si vous le faites, n'hésitez pas à commenter et à dire ce que vous voyez. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est la suite de l'histoire, c'est-à-dire que quelques jours après, enfin juste après d'ailleurs, après la sortie de cet article, il y a eu un tollé sur Twitter, etc., de beaucoup de femmes, en l'occurrence, qui ont dit oui, c'est pas normal, c'est pas inclusif, c'est pas inclusif. On se comprend en tout cas, on voit que des hommes blancs, etc., etc. Et donc, ces personnes ont tenté de faire mieux. Et donc, quelques jours après, elles ont fait ça. Et je ne sais pas ce que vous voyez, en tout cas, moi, je sais ce que je vois. C'est-à-dire que en voulant mieux faire et en indiquant qu'il y avait déjà un très gros biais et pas mal d'exclusions dans le premier article, finalement, elles ont juste vu, en fait, elles voient le monde à travers, en fait, pardon, je la refais. L'inclusion, on la voit à travers notre regard à nous, en tout cas si on n'y prête pas vraiment attention. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas voulu mal faire,
elles ont recréé des stéréotypes, en tout cas exclu à nouveau des gens, on va dire. Mais sans se dire, on exclut des gens évidemment. Tout comme je pense que dans la première image, ils se sont pas dit: «On veut exclure des gens». C'est juste qu'en fait, leur vision du monde, on a tous, comme je dis toujours, on a toujours un regard qui on a un prisme. On voit comme je disais, l'expérience, la vie à travers notre expérience, notre regard, qui on est. Et donc elles, quand elles font cette image, elles se disent qu'elles font mieux et en fait, bah, elles auraient très bien pu inclure des hommes, elles auraient pu inclure, tout plein de gens. Mais concrètement, ben, elles ont fait ce qu'elles savent faire, c'est-à-dire, bah, pour elles, l'inclusion, c'est plus de femmes, et en l'occurrence, donc elles l'ont fait, sauf que, ben, en fait, elles ont juste répliqué des stéréotypes encore et encore. Et donc on arrive toujours avec les mêmes phrases, c'est un peu classique: «J'ai jamais voulu blesser, ce n'est pas mon intention, je ne suis pas», alors vous pouvez dire, je sais pas, raciste, validiste et cetera. Tous les termes marchent, c'est un classique comme je disais. Sauf que notre objectif en tant que designer n'est pas de blesser concrètement, c'est, d'avoir un impact. Enfin, l'intention en fait on s'en fiche. Pour moi l'intention c'est juste, une métrique. C'est je veux designer, une expérience inclusive et en gros, mon intention, c'est de faire ça. Après, comme je disais, qu'est-ce que ça veut dire, l'inclusion? En tout cas pour moi. Après moi, je vous expliquer ce que j'entends par inclusion, mais en tout cas, chacun de vous peut se demander, qu'est-ce que ça veut dire être inclusif pour moi aujourd'hui? Mais la métrique qui est une métrique utilisateur, c'est l'impact. En gros, parce que c'est l'impact qui va faire que votre utilisateur ou utilisatrice va être blessé, rejeté ou pas, ou inclus. Et l'objectif, sincèrement, enfin, c'est pas mesurer votre intention. Concrètement, on s'en fiche. C'est l'impact que vous avez au final. Je vous explique une notion donc, qui est l'intersectionnalité. J'ai mes écouteurs, désolée, c'est vrai qu'on n'a pas testé juste avant ça, mais normalement ça marche. J'espère que le son marchera, sinon j'enlèverai mes écouteurs. Mais une notion qui est importante, qui est beaucoup débattue et souvent par des gens qui ne la comprennent pas, ces derniers temps, en tout cas en France, c'est un débat, moi, pour moi, il est un peu stérile, mais ce n'est que mon avis. En tout cas, je voudrais vous expliquer cette notion. J'ai une vidéo parce que je pense que ce sera beaucoup plus clair que ce que je pourrais dire. Et Cyril, si tu peux juste me dire si vous entendez, sinon j'enlève mes écouteurs tout de suite. Mince. Alors non, on n'entend pas. Là? Non, on n'entend toujours pas. Je range. Non, on l'entend. Ah, on l'entend plus. Non, on l'entend plus. Et on t'entend plus non plus. On t'entend plus. Ton micro, il est coupé. On t'entend plus du tout. Gladys, en bas de ton écran, tu dois avoir un micro qui est rouge. J'ai réactivé mon micro. Super. Voilà. Merci, désolée. Pas de souci. Je vais remettre au début. Est-ce que vous entendez? On entend. Hein? On entend. Parfait, merci. Intersectionality is a way of understanding social relations by examining intersecting forms of discrimination. This means acknowledging that social systems are complicated and that many forms of oppression, like racism, sexism, and ageism, might be present and active at the same time in a person's life. Everyday approaches to building equality tend to focus on one type of discrimination, for instance, sexism, and then work to address only that specific concern. But while the career of a young, white, and able-bodied woman might improve with gender equality protections, an older, Black, disabled lesbian may continue to be hampered by racism, ageism, ableism, and homophobia in the workplace. Intersectionality is about understanding and addressing all potential roadblocks to an individual or group's well-being. But it's not as simple as just adding up oppressions and addressing each one individually. Racism, sexism, and ableism exist on their own.
but when combined, they compound and transform the experience of oppression. Intersectionality acknowledges that unique oppressions exist, but is also dedicated to understanding how they change in combination. The roots of intersectionality lie within the Black feminist movement, with legal scholar Kimberly Crenshaw originating the term. Crenshaw felt that anti-racist and feminist movements were both overlooking the unique challenges faced by Black women. She stated that legislation about race is framed to protect Black men, and legislation about sexism is understood to protect white women. So simply combining racism and sexism together does not therefore protect Black women. Intersectional theory is now applied across a range of social divisions and also to understandings of domination, such as those associated with whiteness, masculinity, and heterosexuality. Je vais arrêter là. En tout cas, je la partagerai avec vous si ça vous intéresse, si vous voulez aller plus loin. Mais en gros, si les personnes ne comprennent pas très bien l'anglais, je vais faire en une phrase. En gros, concrètement, l'intersectionnalité donc, a été inventée par des femmes noires, à la base des féministes noires, il y a pas mal d'années, dans les années 70, au début des années 70. Et l'idée, en fait, c'était que quand elles se retrouvaient dans les groupes féministes, et qu'elles voulaient aborder, elles expliquaient que, bien sûr, elles avaient des problèmes de discrimination liés au fait qu'elles étaient des femmes, mais elles avaient aussi des problèmes liés au racisme ou à leur classe sociale. Et souvent, en fait, elles étaient rejetées des groupes. On leur disait non, mais c'est pas le sujet, on parle pas de ça aujourd'hui, c'est pas le sujet, etc. Sauf que pour plein de gens, il n'y a pas besoin d'être noir, hein, mais ça pouvait être des femmes latino, asiatiques, etc. En fait, c'était problématique parce qu'en fait, elle devait vivre toutes ces discriminations en même temps. Elles se cumulent, elles se séparent pas. Et l'intersectionnalité, justement, c'est de prendre la prise en compte à la fois des pouvoirs et des oppressions et voir que, effectivement, si vous voulez comprendre le vécu d'une personne, vous devez vous rendre compte que cette personne, en fait, elle est à l'intersection de plein de dominations, d'oppressions, mais aussi elle a également des pouvoirs. Donc, je vous montre ça de manière un tout petit peu plus claire peut-être. En tout cas, voilà une manière de présenter l'intersectionnalité. C'est-à-dire qu'en haut, vous avez tous les privilèges qui sont considérés comme normales, souvent normales dans certaines sociétés, puisque ça dépend d'une société à l'autre. Mais concrètement, si vous êtes jeune, vous allez avoir des privilèges comparé à une personne qui est âgée. On peut le voir un peu tous les jours. Si vous êtes hétérosexuel, vous aurez un privilège comparé à quelqu'un qui est LGBT+. Si vous êtes un homme, vous avez un privilège par rapport aux femmes. Voilà, ça s'appelle le sexisme. Si vous êtes blanc, vous aurez un privilège par rapport à toutes les personnes qui ne sont pas blanches, etc., etc. Et en gros, moi, ce que je regarde souvent, j'aime bien pour expliquer en gros ce qu'est l'intersectionnalité, c'est qu'une même personne va avoir différents privilèges et différentes oppressions. Donc, c'est important de s'en souvenir. Hein. C'est pas juste une question de qui est dominant dans la société, c'est aussi quels sont mes privilèges. Et on en a tous ou toutes, je pense. En tout cas, j'espère. Et on a aussi des endroits où on peut avoir des oppressions. Mais c'est important, si vous regardez vous-même vos propres privilèges, de regarder qui, potentiellement, vous pouvez discriminer. Sur quel sujet vous allez devoir être peut-être plus attentif ou attentive. Parce qu'en fait, voilà, c'est... En gros, en général, quand vous avez des privilèges, vous ne regardez pas forcément l'autre pendant. Mais concrètement, c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est regarder qui à l'autre côté et peut-être sur quel type de communauté, quel type de problématique vous devez apprendre, essayer d'aller chercher un tout petit peu plus loin. Mais c'est aussi important de se rappeler que même si on a certains privilèges, notre vision n'étant pas universelle, c'est toujours important d'aller essayer de comprendre un peu plus certaines communautés. Je dis privilège d'ailleurs, c'est aussi oppression. Je suis une femme, je ne connais pas la réalité de toutes les femmes. Voilà, et je peux prendre ça sur d'autres critères de ma vie. Donc, c'est assez intéressant. L'autre point aussi, c'est d'utiliser ça. Alors, moi, j'aime bien regarder aussi où se positionnent les équipes dans lesquelles je travaille. Si je vois que majoritairement, ça va être des hommes blancs ou pas, ou autre chose, hein, c'est toujours intéressant de voir aussi où se positionne, non seulement où on se positionne, mais où se positionne l'équipe.
Voilà. Je vais aller vite sur cette slide parce qu'il est déjà 30 et j'aimerais bien que vous puissiez aussi interagir, mais c'est Kimberly Crenshaw qui a donc créé le terme intersectionnalité. Elle n'a pas créé le concept, mais en tout cas, elle l'a théorisé. Quand les gens me disent que l'intersectionnalité marginalise la classe, je dis non. L'intersectionnalité est ce dont nous avons besoin pour comprendre pourquoi il a été si difficile de construire un mouvement exclusivement centré sur la classe. Donc voilà, et c'est souvent une critique qu'on a en France. Non, mais il faut arrêter de parler de ça, on s'en fiche. C'est la classe sociale qui compte. Enfin, c'est un critère, c'est pas tous les critères. Voilà. Les choses sur lesquelles, en tout cas, il faut qu'on fasse attention, nous, en tant que designers, et donc j'ai pris les cartes de Stéphanie Walter et Lauren Wagner, c'est nos biais de confirmation. On va tendance à rechercher, à interpréter, etc. Enfin, on aime bien les choses qui valident nos points de vue. C'est problématique. Les biais de disponibilité, on va vouloir l'information qu'on va pouvoir mémoriser facilement, et souvent elles sont stéréotypées, des choses qui vont toujours, on est toujours dans la confirmation de ce qu'on pense et de ce qu'on va pouvoir trouver assez rapidement pour confirmer ça. L'effet Ikea, tout ce qu'on construit de manière générale, on a un affect avec. Moi, j'avais fait une écharpe il y a longtemps. Cette écharpe, elle était moche, hein, soyons clairs. Mais bon, c'est moi qui l'avais faite, donc je l'aimais beaucoup. Je ne l'ai plus, mais elle n'était pas très loin il n'y a pas si longtemps. L'effet de groupe, on va aussi agir différemment en fonction de qui est autour de nous, etc. Donc, il y a plein de biais et je vous invite vraiment à télécharger leurs cartes. En plus, elles sont gratuites en français et en anglais. Mais ça peut vraiment vous aider à designer des choses différentes, mais aussi à prendre conscience de nos biais en tant que designer et designeuse. Là, je vais vous inviter juste à être curieux et curieuse et aller lire sur des choses. Moi, je dis toujours, renseignez-vous sur les personnes qui ne vous ressemblent pas, qui vivent des expériences différentes. Kif Taras, moi, j'adore parce qu'on parle de racisme, on parle de plein de choses, même de validisme, mais c'est vraiment autour de la race surtout. En tout cas, de la question de la culture. Et je pense que vous apprendrez tous beaucoup. Si vous vous intéressez à la question du genre, il y a une histoire de genre. Là, je me suis vraiment limitée à quelques sujets, mais vous pouvez vraiment aller explorer plein de sujets. What can a body do, c'est sur l'accessibilité, mais il y a des contenus en français et j'en ai quelques-uns un tout petit peu après. Et l'objectif, concrètement, pour nous toutes et tous, c'est de devenir des alliés. C'est pas juste de dire, OK, j'ai compris, c'est comment on change les choses. Et donc, c'est pas grave, ça concerne juste une minorité de personnes. Je l'ai beaucoup entendu. Moi, ça changera rien à ma vision, mais en tout cas, c'est des choses qu'on entend et sur lesquelles il faut un tout petit peu lutter. Mais concrètement, en tout cas, mon ambition, c'est qu'on commence à se dire, oui, mais quelle est l'expérience ? C'est commencer à avoir des personnages inclusifs. C'est pas juste avoir une personne asiatique en photo sur votre persona, aucun intérêt. C'est concrètement de vous dire, si je suis ce profil, quel est l'impact de mon produit sur leur expérience? Et c'est une question qu'on me posait la semaine dernière lors d'une conférence. On me disait, oui, mais avoir un persona noir, j'ai dit oui, comme je disais juste là, ça n'a aucun intérêt. Par contre, et j'avais donné un exemple la semaine dernière, j'ai dit quand je vais dans des toilettes publiques et que je passe ma main et que qu'en gros, je ne peux pas me laver les mains. Et en fait, tout simplement parce que le capteur a été réglé sur des peaux blanches. Ça, c'est l'impact. Heureusement, ce n'est pas tous les jours. Mais ça a un impact. Et c'est des questions, en fait, il faut accepter de se poser des questions et aller un tout petit peu plus loin. Et voir concrètement quel est l'impact de mon produit dans le vécu de cette personne. Ça veut clairement dire aussi qu'il faut se mettre à faire de la recherche et à travailler avec des équipes de recherche. Moi, je travaille avec des équipes de recherche quand il y en a, mais je fais aussi mes propres recherches et je vais explorer tous ces sujets. Je lis, je parle à des gens, etc. Mais concrètement, devenez chercheur. Prenez aussi cette casquette, même si ce n'est pas pour être UX researcher, mais à minima pour essayer de comprendre un tout petit peu plus. Deuxième vidéo, je serai assez rapide là-dessus, mais elle est très très importante. Je vous la lance tout de suite. LMP. Si tu peux mettre les sous-titres. Les sous-titres, oui, pas de souci. Super, merci beaucoup. Je ne sais pas si ça marche. Je m'appelle Manuel, je suis non-voyant et je vais maintenant vous montrer comment j'utilise mon smartphone tous les jours. Dans le système du smartphone, il y a un système de vocalisation qui permet de faire en sorte qu'une personne aveugle puisse l'utiliser comme n'importe qui avec une gestuelle adaptée. Je prends un doigt et je balaye sur mon écran. Calendrier, photo, appareil photo, météo,
Clems. Imaginons maintenant que je veux ouvrir une de ces icônes. Et hop, Réglage. l'application, elle s'ouvre. Alors, pour appeler quelqu'un, j'ai plusieurs solutions. Soit je vais utiliser Siri, appelle Manuel Pereira. Et puis sinon, je vais aller dans mes contacts et je vais chercher le numéro de téléphone de la personne que je veux appeler. On peut envoyer des SMS. Message. Je vais aller dans Messages. Message. Hop. Donc là, ça m'ouvre mon clavier virtuel. iMessage. Espace. C majuscule. V majuscule. D majuscule. D majuscule. L. M. P. O. O. N. N. J. J. Message. Envoyé. Bouton. Envoyé. Voilà, et j'ai envoyé mon message. Bouton. Alors moi, j'utilise les textos comme tout le monde. Twitter parce que ça me sert professionnellement. J'utilise beaucoup les mails. J'utilise beaucoup les podcasts. Je regarde des chaînes YouTube. Donc nous, on a l'utilisation de Yuka qui n'a rien à voir avec l'utilisation que peuvent avoir les gens qui se soucient de leur ligne. Moi, je l'utilise pour identifier les produits. Donc là, par exemple, on a une bouteille et là-dedans, je peux avoir du jus d'ananas, je peux avoir du jus de pomme. Je peux pas savoir. Donc du coup, je vais sur Yuka. Synthèse. Onglet. Scan. Onglet. 3 Scan. sur... Et là, hop, j'ai shooté le code barre. Et là, maintenant, il va me dire ce que c'est. Le pur jus orange sans pull. Donc, je sais ce que c'est. Mais c'est une utilisation un peu détournée. Et bon, que moins de 10% des sites sont accessibles aujourd'hui. Aujourd'hui, une application comme Doctolib, elle est totalement inaccessible à une personne déficiente visuelle. On a sollicité les concepteurs de cette application et on n'a aucune réponse, alors que ça bloque des milliers de personnes déficientes visuelles pour prendre rendez-vous avec leur médecin. Et les trucs les plus difficiles, c'est effectivement les pop-up, les captcha, les champs de formulaire qui n'ont pas d'étiquette, les liens sans alternative textuelle. Voilà, ça, c'est des freins pour nous à une navigation sur une application, sur un téléphone ou sur un site web. À l'association Valentin Rémy, nous sommes naturellement prêts à... Je coupe là, mais en gros, ce qu'il dit juste après, c'est qu'ils peuvent aider les entreprises qui le souhaitent à éventuellement travailler sur l'accessibilité de leurs services. Et entre-temps, quand même, Doctolib a répondu, parce que c'est il y a quelques mois la vidéo, et donc ils ont répondu et ils ont travaillé un peu. Alors, je vous dis pas, je sais que j'entends encore des critiques, hein, donc, mais en tout cas, ils ont un peu avancé sur ces questions. Et donc, ce que, en tout cas, je vous invite à faire pour vos personas, c'est vous avez ce qu'on a au milieu, un l'average user, c'est votre utilisateur habituel, en gros, concrètement. Donc, c'est celui que vous utilisez en général, enfin, c'est celui que vous avez généralement. Mais je vous invite en tout cas à essayer de réfléchir vos personas différemment et à voir l'impact de vos designs sur d'autres types de personnes. En tout cas, à minima l'accessibilité, mais clairement les autres enjeux aussi. Là, je vais passer assez vite sur ça, mais c'était il y avait une journée sur l'accessibilité, mais Apple est vraiment connu pour faire des produits. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais en tout cas, ils ont la personne en charge de l'accessibilité chez Apple. Il y en a un qui est il me semble qu'il est non-voyant. Et en tout cas, ils ont des équipes qui travaillent ces questions sur l'ensemble de leurs produits. Après, comme je disais, c'est pas forcément parfait, et surtout, il faut mémoriser que tout le monde n'est pas super à l'aise avec son lecteur vocal, enfin son lecteur d'écran sur son téléphone. Il y a plein de gens qui sont pas à l'aise. Je faisais un entretien il y a pas longtemps et une des personnes me disait non mais moi j'essaie de pas utiliser trop mon iPhone, j'utilise pour des choses bien spécifiques parce que c'est trop compliqué pour moi. Donc ne vous dites pas que parce que quelqu'un a un lecteur d'écran, la personne est hyper à l'aise avec la techno, c'est souvent faux. Mais par contre, il passe quand même beaucoup plus de temps sur l'informatique que nous. Je passe sur un autre sujet, mais on s'était partagé quelques liens. Et là, si vous regardez, ce qui est problématique là dans cet écran, c'est pour acheter un matelas. Hein. Mais en gros, on vous propose 2 hommes. Donc c'est un tout petit peu. Enfin, on considère que des femmes ne pourraient pas porter un matelas. C'est des livreurs, hein, j'entends. Mais bon, on pouvait faire une copie un tout petit peu plus neutre. On parle souvent du point médian et que le point médian serait une galère pour les personnes en situation de handicap. La règle, en tout cas, je sais qu'on a dans la petite communauté des UX Writers, donc Camille et d'autres font partie. Je sais que la règle, c'est d'essayer de faire du langage neutre le plus possible, utiliser des termes neutres et épicènes.
Je sais que voilà, il y a des moments dans les parcours, c'est pas possible, mais le 3/4 du temps, et même, on va dire 95% du temps, on peut juste refaire sa phrase et essayer de trouver des termes qui sont beaucoup plus neutres que mettre être. Déjà, quand je commence à mettre, par exemple, je suis quelque chose, je n'utilise pas je suis, mais être quelque chose, on sait en général qu'il y aura du masculin, du féminin, quasiment tout le temps. Mais en tout cas, il y a des termes épicènes, il y a refaire sa phrase de manière plus neutre et ça passe. Après, pour en parler un peu, justement, les jeudis soirs, on a des personnes en situation de handicap qui rejoignent la room quasiment toutes les semaines et c'est génial. Donc, on peut vraiment discuter ouvertement de plein de sujets. Je sais que certains lecteurs d'écran se mettent à lire le point médian, mais le point médian, c'est pas le point comme vous le voyez ici, c'est pas le point du bas, c'est un point qui est au milieu. Donc, c'est vraiment un point qui est dédié. Certains lecteurs le lisent, d'autres non. Certaines personnes qui sont dysphasiques, etc., qui ont des troubles neuronaux, ont aussi des problèmes avec ça. Donc, dans tous les cas, le plus possible, il faut les éviter. Et pardon, je reviens juste en arrière. Non, c'est trop tard. Mais un truc qu'on voit tout le temps, c'est quand on parle, moi, ça me pose un problème, le terme écriture inclusive. D'ailleurs, dans le livre, je parle de langage inclusif. Et quand on parle de la question du genre ou du sexisme, je dis que c'est de l'écriture non sexiste et pas inclusive. Parce que c'est toujours le côté d'avoir un universel qui prend tout en compte, non? Enfin, évidemment, je ne vais pas changer la société, mais à minima, si nous, on peut le changer et juste considérer que quand on fait, en tout cas, du langage inclusif, c'est prendre en compte l'écriture non raciste, non sexiste, non sexiste, non validiste, etc. En tout cas, mon point de vue, c'est de dire que c'est un tout petit peu plus large que ça. Mais voilà, et donc voilà un exemple de Google, c'était à date de 2017, donc Google Maps, ils avaient eu la bonne idée de dire on va inciter les gens à marcher et on va rajouter un tracker de calories. Le problème, c'est que ça pose énormément de problèmes. Ça a été intoléré, ils l'ont enlevé, c'était un test, mais ils l'ont enlevé très très vite parce que plein de gens ont des troubles de l'alimentation. Enfin voilà, ça peut être, enfin il y a plein de troubles alimentaires et concrètement ça a été très critiqué parce que les gens se sentaient culpabilisés. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Master Slave, donc je ne vais pas forcément reparler de ce champ-là, mais concrètement, il y a des termes racistes, il y a des termes validistes, etc. dans les produits. Mais à droite, l'histoire, elle est intéressante, c'était que l'algorithme, alors on n'a pas, nous, de poids sur l'algorithme, mais malgré tout, on peut toujours réfléchir à certaines questions. En fait, quand vous tapiez gorille dans Google, vous aviez un couple noir, donc un homme et une femme noire, parce qu'en fait, l'algorithme avait classifié ce couple comme étant gorille. Et, enfin bref, c'était de la mauvaise data, quoi. Et je sais qu'il y a eu pas mal de critiques et pas mal de débats aujourd'hui autour de la data et avoir une data beaucoup plus éthique. Parce qu'aujourd'hui, quand il rentre des masses et des masses de données, les données sont à l'image, comme nos produits d'ailleurs, sont à l'image de la société, de ceux qui les font. Donc, quand vous rentrez des données racistes ou validistes ou sexistes dans vos machines, et vos produits sont aussi à l'image des données que vous rentrez dans vos systèmes. Un autre problème et là pour le coup on peut tous et toutes essayer d'y travailler, c'est dans certaines sociétés des gens vont avoir un nom en 2 lettres. En l'occurrence là, Mallory Yu donc avait mis ça en janvier sur Twitter et donc elle disait c'est raciste. Et ce qui est compréhensible, hein, parce qu'en Asie, il va y avoir des gens qui ont des noms en 2 lettres. Et effectivement, si on est dans un pays où, en tout cas, on ne s'est pas dit, tout à l'heure, je vais vous parler de l'impact de vos produits, si on ne s'est pas dit que des gens pouvaient avoir des noms en 2 lettres, on a un ministre qui s'appelle O, par exemple, en gros, on lui dit, non, ça ne marche pas, il faut 3 caractères, sauf que c'est son nom, donc c'est problématique. Et donc, elle avait répondu le lendemain à des gens qui disaient, non, mais c'est pas raciste, c'est inintentionnel. Mais le problème, en fait, concrètement, c'est que oui, on ne vit pas dans une société qui est toute blanche, en tout cas pas aujourd'hui. Et donc, il faut s'ouvrir un peu et se dire, voilà, est-ce que des gens peuvent avoir des noms plus courts? Est-ce que des gens peuvent avoir des noms plus longs? Est-ce qu'on accepte les tildes comme en espagnol ou certains caractères? Il faut en tout cas, nous, quand on rédige nos copies, qu'on le prenne en compte. Et quand je fais des audits, par exemple, je teste les formulaires pas mal pour voir est-ce que je peux mettre 1 lettre, 2 lettres, à partir de quand ça réagit, sur quel champ il va y avoir une réaction ou pas. Est-ce qu'il y a des termes qui sont problématiques? Moi, un terme, par exemple, qui me pose problème, c'est quand on va dire ce n'est pas valide.
Moi, en tout cas, j'avais l'impression que le terme valide, mais je vous dis l'impression, peut-être que vous direz autrement, hein, mais pour moi, on est dans des termes déjà validistes. Voilà. Mais à méditer et à débattre, n'hésitez pas. Là, je passe vite sur celui-là, mais l'année dernière, il y a eu pas mal de débats sur les dits petits nègres et des gens qui étaient offensés parce que le mot nègre, eux, ne les dérangeait pas. Voilà, et pour moi, ça m'attriste souvent de voir la qualité des gens qui parlent et la pauvreté des débats. Mais bon, en tout cas, ça fait partie des débats et des questions de société. En tout cas, les mots font partie des questions sociales. Là, je prends un bon exemple, mais ça a été une longue aventure. C'est Facebook qui avait été très critiqué par la communauté, notamment les personnes transgenres et non binaires, qui, quand elles s'inscrivaient sur Facebook, ne trouvaient pas de champ pour elles. Et donc, Facebook avait fait une première chose, c'est-à-dire qu'il n'avait absolument pas changé le formulaire d'entrée, donc celui-ci. En fait, si vous vouliez changer à un moment donné, donc à force d'être critiqué, ils ont donc changé donc dans les réglages. Vous pouviez aller dans les réglages et dire que vous vouliez un autre pronom. Sauf que les gens continuent à râler en disant super, en gros, vous allez toujours nous forcer à l'entrée à mettre homme ou femme, alors qu'on n'est pas concerné. Et donc, au final, ils ont fini par tout changer. Donc, voilà l'entrée, en tout cas aujourd'hui. C'était il y a quelques mois que j'ai fait cette capture, mais en tout cas, c'était la dernière en date. Et quand vous rentrez si vous mettez que vous voulez un autre pronom que homme ou femme, on va vous montrer différents champs et différents pronoms. Bon, je ne peux pas revenir en arrière, mais en tout cas, vous avez des choix de pronoms et il y a vraiment, vous pouvez choisir vraiment les pronoms qui vous vont et toute votre expérience va être ensuite mise à jour avec le pronom que vous avez choisi. Donc, c'est hyper important. Et je vais passer assez vite sur celui-là, mais c'est Pinterest il s'était rendu compte que quand vous tapiez suicide ou mutilation dans Pinterest, dans leur moteur de recherche, mais en fait, il y a des gens qui venaient chercher ça. Et ils se sont pas dit c'est juste un stress case, on ne gère pas, on s'en fiche, c'est pas un problème, il y a très peu de gens qui font ça. Non, ils ont décidé de faire un véritable programme. Bref, on pourra en reparler dans un autre temps parce que je ne pourrais pas rentrer dans le détail là si on veut échanger. Mais concrètement, ils ont travaillé avec des psychologues ils ont d'abord revu leur FAQ, c'était la chose la plus simple et rapide à faire. Et ils ont travaillé avec des psychologues de Stanford et ils ont ils ont fait vraiment un programme sur mesure en co-conception avec les UX writers qui ont vraiment travaillé les copies, essayé de passer les messages, les informations clés, mais aussi utiliser les mêmes méthodes que les psychologues, mais en le faisant dans du contenu. Donc franchement, c'est super bien fait, c'est un super exemple. Et voilà, en tout cas, on apprend pas mal avec ce cas-là. Voilà. Et dernier point qu'on va essayer d'aborder rapidement, mais après, c'est designer avec et pour tout le monde. Donc, la phrase la plus dangereuse dans notre langue, c'est « nous avons toujours fait comme ça ». Clairement, si vous voulez faire en tout cas de l'inclusion, au lieu de faire de l'exclusion par défaut, il va falloir changer nos manières de travailler. Et donc, c'est passer de l'exclusion par défaut, c'est ce que même la majorité des entreprises font aujourd'hui, à de l'inclusion par défaut. Et concrètement, c'est important de se rappeler que la société évolue et finalement, notre partie, il n'y a pas que nous, mais concrètement, les mots dans le design évoluent aussi. Si vous regardez juste le dictionnaire, tous les ans, il y a des nouveaux mots. Et c'est hyper intéressant de comprendre comment ils font, parce qu'il y a vraiment des comités, ils disent quels sont les mots. Le terme inclusif, on en parle beaucoup là, il est rentré dans le dictionnaire il y a moins de 3 ans. Donc voilà, les mots évoluent et nous, on utilise des mots. Donc c'est quand même notre outil de travail, entre autres. Et donc c'est important de suivre les débats de société, parce que finalement, on va être la partie du design qui va beaucoup les porter. Et sur le process design, ce que ça change concrètement, c'est dans les phases de discovery, de découverte, essayer d'avoir des personnes qui font partie de ces groupes sous-représentés dans vos panels. Vous pouvez faire des recherches dédiées si votre projet vous le permet, mais vous pouvez aussi tout simplement vous assurer qu'il y ait toujours des personnes, que votre panel soit plus inclusif qu'il ne l'est. Ça peut être faire des audits. Je ne vais pas rentrer dans tous les champs, hein, mais concrètement, en phase d'idéation aussi, vous pouvez avoir des personnes de votre équipe qui ne sont pas peut-être pas dans votre équipe directe, mais qui peuvent quand même vous aider à penser certaines questions ou à valider même après coup si les choses sont correctes ou pas. Quand vous allez faire vos tests, évidemment, et éventuellement, vous pouvez aussi ajouter des KPIs
qui vont enfin, ajouter des notions d'impact, d'accessibilité dans vos KPIs. Voilà. Là, des choses qui nous intéressent beaucoup, et je vois 3T à mettre, désolée. Mais mettre à jour nos chartes édito. Beaucoup de gens d'entreprise l'ont fait. Et comme je dis, l'inclusion, c'est pas juste l'écriture non sexiste, c'est un tout petit peu plus large que ça. En tout cas, j'espère que c'est ce que vous avez retenu ce soir. Et en tout cas, vous pouvez vous inspirer de pas mal de bonnes pratiques. Voilà, et ne serait-ce que les termes whitelist, blacklist, etc. Blacklist, il arrive qu'on ne l'utilise pas forcément beaucoup, nous, mais quoique, je ne connais pas tous vos produits. Mais n'hésitez pas à lire ce qui a été fait. Tout le monde l'a fait quasiment aujourd'hui. En tout cas, tous les gros acteurs américains ont en général mis leurs guidelines à jour, que ce soit sur l'accessibilité, que ce soit sur le racisme. Et comme je vous disais, il y a vraiment beaucoup d'autres enjeux à prendre en compte. Donc là, c'était l'exemple de Google. Voilà. Et je vous ai remis d'autres ressources. Là, il y a les cartes, le jeu de 52 cartes sur les biais cognitifs. Vous pouvez commencer par là, c'est top. C'est en français. Le podcast Tech Éthique, hyper intéressant. Vous avez des entretiens avec des personnes en situation de handicap. En tout cas, pour l'instant, les épisodes que j'avais écoutés étaient très axés sur ces questions. Extra Bold, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, quelques semaines, sur le design inclusif, penser le féminisme, l'antiracisme, etc. Franchement, il est bien. Je l'ai juste à côté de moi, il est topissime. Design for Real Life, bon, je ne vais pas vous faire toute la liste. Et je sais que Cyril a parlé de Mismatch, donc je ne vous en reparle pas. Mais Building for Everyone, c'est pas sur le design, même si on parle design dedans, c'est aussi comment vendre l'inclusion. Donc c'est Annie Jean-Baptiste qui est chez Google et qui raconte en fait les méthodes qui ont été mises en place chez Google sur tout plein de produits. Elle a travaillé sur du vocal, elle cite un cas dedans, elle parle de savoir faire un business case, savoir vendre l'idée aux équipes, parce que voilà, c'est pas juste, au niveau design, vous allez faire ce que vous pouvez, mais c'est vrai que quand vous êtes dans une entreprise qui décide de faire de l'inclusion une partie de sa culture, vraiment, ça aide, et en tout cas, vous pouvez être un acteur du changement. Voilà. Et je vais couper mon écran pour qu'on puisse échanger sur les minutes qui restent. S'il n'en reste pas beaucoup, désolé. Non, aucun souci, c'était vraiment super. Merci beaucoup Gladys, c'était vraiment bien documenté, il y avait énormément de ressources. Ce qui était cool aussi, c'est que les participants dans le chat ont donné aussi des ressources à eux, donc on va tous les compiler, puis on va aussi partager tes ressources un peu plus tard. Et donc on a déjà pas mal de messages de félicitations, que les gens ont trouvé ça vraiment très très intéressant et très captivant. Ouais, ce qui fait que pour le moment, on n'a aucune question, puisque les gens étaient vraiment en train de discuter de ce que tu disais. C'était vraiment très actif, très intéressant, et il y avait énormément de partage de ressources. Donc, écoutez, si vous avez des questions pour Gladys, n'hésitez pas à ouvrir carrément votre micro et posez-lui directement votre question. Ah, on a une question justement de Samara qui demande si tu as un exemple de projet où il a été compliqué de mettre en place du design inclusif. Je ne citerai pas de nom, mais oui, il y a des endroits où on m'a des fois dit, là je suis beaucoup en free, donc voilà, mais oui, il arrive qu'on me dise non mais c'est bon, c'est pas la priorité, enfin bref, oui, ça arrive souvent. Après, moi je suis ravie, là, chez Betagoo, même sur les startups avec lesquelles je travaille en ce moment, elles sont hyper ouvertes à tout ça, donc c'est cool. Après, il n'y a pas que les startups, hein, évidemment. Mais oui, changer les habitudes, c'est compliqué. Par exemple, je me rappelle, j'ai fait cette présentation dans une entreprise où on m'a dit oui, mais c'est bon. Enfin, là, c'était un homme blanc, en l'occurrence, désolé si vous êtes un homme blanc. Mais c'était oui, il va falloir prendre en compte tout le monde, ça va être compliqué, etc. Là, on prend en compte peu de personnes, souvent on design pour nous-mêmes. Concrètement, voilà, après, moi en tout cas, j'ai choisi de faire de l'UX, c'était pour aider les gens. Concrètement, c'était vraiment mon objectif. En tout cas, si quand on a c'est pas un pouvoir, mais en tout cas, quelque chose qu'on peut apporter qui ne coûte pas cher, qui est juste une question de mécanique, de juste repenser les choses, commencer à les documenter et partager, en fait, pour moi, ça me paraît naturel, quoi. Donc, est-ce que c'est difficile? Oui, parce qu'on est en train de changer. Et juste, je ne sais pas si ça répond bien à ta question, mais
Mais il y a aussi une chose, c'est que beaucoup de designers, parce que nous UX writers, en fait, je pense qu'on va le faire assez naturellement. Beaucoup d'UX designers, enfin moi j'ai travaillé avec des UX avec tous les types de UX en tout cas, mais il y en a certains qui pour eux les mots c'est juste un outil, c'est même pas un outil, c'est je pose des mots, je pose mon intention et c'est fini. Du coup, on va plus facilement mettre des bêtises. Et quand je dis ça tout le temps, mais on doit arriver au début, on le répète beaucoup en tant que UX writer ou content designer, peu importe. Le fait qu'on arrive tôt, c'est aussi pour pouvoir itérer, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir corriger, pour pouvoir... Enfin, tous ces temps, moi, il y a plein de moments, je fais une première copie, j'en fais 2, 3, et je me rends compte que, ah non, là, ça va pas, il faut changer, et puis on va tester, et puis on va se rendre compte que là, c'est vraiment problématique. Mais on a besoin de tout ce temps. Et de pouvoir itérer, réfléchir et rechallenger des choses qu'on a faites aussi. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, et j'espère. Moi, j'aurais 2 choses un peu complémentaires à ajouter. La première, c'est que je propose qu'on arrête d'être désolé pour les hommes blancs cis hétéros valides. Et la deuxième, c'est un peu la chance des UX writers. Comme on est un métier qui est tout nouveau et qu'on attaque en ce moment dans plein d'entreprises, on peut mettre en place toutes ces pratiques-là sans prévenir, en fait, en le faisant tranquillement dans notre coin et sans trop poser de questions. Voilà. C'est facile sur les thèmes qui ont été bien documentés par d'autres. Après, sur tous les thèmes où il y a du travail, moi, par exemple, je sais que j'ai un gros enjeu sur la question du genre. Homme-femme, etc. Essayer d'être neutre, oui, mais par exemple, dans un formulaire, c'est encore compliqué à côté marque, côté entreprise, côté produit. Donc, il y a des choses où on va devoir aussi nous dire, expliquer pourquoi c'est important de le faire, et expliquer que finalement, on le fait depuis un moment, mais que ça ne se voyait pas. Voilà. Mais il y a un gros enjeu, je dis être allié, mais c'est aussi trouver nos alliés dans l'entreprise. Et merci Amandine, au fait, pardon. Est-ce que vous avez... De rien, et merci à toi surtout. Ouais, je t'en prie. On a une question de Samra. Est-ce que tu as déjà eu un retour de l'impact que la mise en place d'un design inclusif avait eu pour une entreprise? Non, parce que désolée, je ne vais pas dévoiler des trucs, mais il y a finalement il y a plein de boîtes qui vont tester après avoir lancé, parce qu'elles sont dans l'urgence de leur lancement. Pour le savoir, il faut tester beaucoup plus qu'on ne le fait. Et pour moi, on est, même en France, on n'est pas méga mature. Enfin, ça dépend des boîtes. Hein. Mais la question de la recherche, souvent, il va falloir produire vite et tester après. Donc, quand je peux tester, je le fais. Même moi, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, mettez votre casquette de researcher, et même si peut-être que ce ne serait pas parfait, si ce n'est pas votre compétence première, voilà. Mais pouvoir aller faire du guérilla test, etc., c'est hyper important. Et on apprend tellement, en tout cas quand on n'a pas beaucoup de temps. Mais là, en l'occurrence, le dernier projet que j'ai fait, il va sortir là et je ne l'aurais même pas testé. Mais par contre, je l'aurais testé au sein de l'équipe, mais pas au-delà. Mais ouais, après, voilà, j'ai testé d'autres trucs, mais clairement pas ça. D'accord. Le 10, c'est Jean-François, j'ai une question. Dis-moi. Je me permets parce que j'avais levé la main, mais ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas paru. Salut, quand tu dis d'être des alliés, c'est pas évident encore. Moi, je suis justement de la clientèle un peu visée, 50 ans, blanc. Donc, j'essaie de me faire, je crois que j'en suis un allié, mais d'avoir des fois des discussions au niveau de l'inclusivité, de tous les nouveaux termes qui sont sortis, des nouveaux genres qui existaient, là, mais je veux dire, de la façon de les exprimer. Et même toi et moi, on a eu une conversation la semaine dernière où on essayait de faire des phrases avec Yel. Comment on disait Yel est gentil, Yel est gentille, ah non, Yel est une bonne personne. Mais c'est pas évident, c'était une pratique que si on a de discuter, même nous, en tant que personne un peu plus initiée à la chose, à expliquer ou à s'expliquer entre nous, c'est encore plus difficile à faire comprendre aux autres. Je pense que pas le débat, mais l'évolution de ça n'est pas encore complète, elle n'est pas encore complètement sortie, en fait. Toi, tu as un discours que ça fait plusieurs fois que j'entends qui reste encore à éveiller les esprits de plein de gens, mais le détail n'est pas encore bien travaillé par personne encore vraiment. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est plus dur à se créer, à faire ou à créer des nouveaux alliés. Après, oui, et en même temps, moi, j'en vois de plus en plus parce que finalement, j'en ai beaucoup parlé depuis octobre 2020.
Et je me rends compte le nombre de personnes qui viennent et qui me posent des questions. Ou je vois Egon ici, je sais qu'on a eu des discussions et Egon m'a apporté plein de réponses sur certaines questions aussi. Enfin, le truc, c'est que, en tout cas, moi, ma petite contribution, ça a été de beaucoup en parler et d'expliquer. Et je vois toutes les personnes qui suivent le chemin. Il n'y a pas que moi, évidemment. Hein, mais en tout cas, je vois plein de personnes qui se sont éveillées à ces questions, qui réfléchissent vraiment. Moi, je trouve que c'est top et c'est un tout petit truc. Mais déjà, si les gens le font, on avance. Si chacun de vous fait le même travail, je ne parle pas forcément de faire des présentations, mais ne serait-ce que dans votre équipe, faire une petite présentation ou montrer, partager la vidéo. Je sais que le podcast... c'est Sophie qui est chez Doctolib. Quand j'avais fait le podcast, elle a partagé direct auprès de son équipe. C'est pas une question d'autopromo, c'est plus qu'elle arrivait à passer des messages à travers la voix de quelqu'un d'autre pour l'aider elle. Après, j'avais fait un entretien justement qui est dans le livre. Je crois que j'ai enlevé cette partie, mais Matt May, qui est en charge du design inclusif chez Adobe, quand on a échangé, il m'a dit il était dans une première boîte, il a quitté la boîte parce qu'il se rendait compte qu'il n'arrivait pas à faire son travail. Il pouvait pas. Lui, c'est un dev. Il vient à la base de l'accessibilité. Enfin, il a découvert l'accessibilité parce qu'il a entendu des gens lui envoyer des messages en disant c'est bien, vous faites un site pour la ménagère, mais nous aussi on aimerait faire nos courses. Donc bon. Et donc il a réalisé qu'il y avait des choses qu'il connaissait pas. Il s'est impliqué dans des groupes. Il a été dans des groupes. Enfin, pour parler d'accessibilité, il s'est rendu compte que dans l'entreprise dans laquelle il était, il pouvait pas faire son travail correctement. Il a choisi d'en changer. Il est arrivé chez Adobe. On lui a dit, OK, nous, ça fait partie de nos valeurs. On veut faire ça. Qu'est-ce qu'il te faut? Quels sont tes moyens? Et une question hyper intéressante, enfin, quand on a échangé, il m'a dit, ils m'ont demandé, est-ce que tu veux une équipe? Enfin, comment tu veux faire? Et il dit, mon problème, c'était, si je crée une équipe, je vais avoir une équipe qui est parfaite, qui sait faire le truc de A à Z. Mais le problème, c'est que j'ai tous les autres designers qui vont pas être en capacité de le faire. Donc, il m'a dit, moi, j'ai choisi je suis là et j'ai une UX researcher et en fait, on crée du contenu, on fait de la formation, on leur explique comment faire, comme ça, ils sont autonomes. Et il me disait, il y a des gens qui vont pas suivre et tant pis. Et puis, il y a des gens qui vont nous poser des super questions en disant, oui, mais comment je fais, etc. Et il disait, moi, mon enjeu, c'est comme il a, voilà, son entreprise suit ça, il dit, moi, ce que je veux, c'est que ce soit pas juste les gens qui font de l'argent qui soient valorisés. Je veux aussi que les gens qui vont créer des produits inclusifs le soient. Donc, ils ont mis en place des primes, etc., pour que les gens qui ont envie, en tout cas, de porter ce type de projet soient récompensés au même titre que faire de l'argent. Et donc, c'est une question de politique de l'entreprise, mais c'est aussi votre envie en tant que designer, si en tout cas, c'est quelque chose que vous avez envie de porter, c'est aussi... allez-y, expliquez. Et puis, si à un moment donné, vous êtes arrivé au bout de votre projet et que vous êtes face à un mur, dites-vous, est-ce que je suis à la bonne place ou est-ce qu'il faut que je change de crânerie? Moi, j'aurais tendance à dire, il faut changer, mais en tout cas, voilà, après, chacun fait comme il peut et comme il veut. Mais il y a plein de choses et il y a plein de personnes inspirantes dans cette communauté, enfin, même dans la nôtre. Mais voilà, il y a plein de choses à faire, quoi. Désolée, je parle. Bon, bien au contraire, c'est super. On a une question de Samra qui demande, c'est une question complexe et je pense que ça pourrait faire le sujet d'une soirée de débat. Comment s'explique le manque de maturité sur le sujet en France? Est-ce que c'est une question de rendement à tout prix? Est-ce que c'est une question de manque de temps? Ou est-ce que c'est une question d'intérêt? Mon avis, c'est que c'est une question de maturité. Déjà, comme je disais tout à l'heure, on n'est même pas mature sur l'UX pour une grande partie des entreprises qui font essentiellement de la prod. Ce n'est que mon avis. Hein. Mais enfin, je vois pas des researchers partout. Je vois pas des researchers sur tous les produits, tous les projets. Enfin, voilà. Donc déjà, je pense qu'il y a chaque chose en son temps, hein, mais il y a déjà à être mature. Une fois qu'on l'est, parce que beaucoup de choses, l'inclusion, il y a beaucoup de recherche quand même. Donc, en fait, si on fait pas de recherche, c'est compliqué d'aller chercher sur des publics comment les personnes veulent être appelées. Du coup, quel terme j'utilise dans mon produit? On va pas tout trouver sur Internet, tout fait, et encore moins dans notre langue à nous. Donc, oui, vous êtes très sympa, researcher, et c'est vrai. Donc, c'est pour ça que je dis, nous, apprenons à faire nos petites recherches, à faire nos entretiens, à échanger avec des gens sur les choses. De toute façon, même si vous avez un researcher ou une, ils peuvent pas faire tout, enfin, ils peuvent pas tout faire. Donc, peut-être qu'il y a des choses que vous explorerez, peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles vous travaillez ensemble. Mais en tout cas, pour moi, l'enjeu, c'est la maturité. Mais après, c'est notre propre maturité, continuer à nous former. Voilà. Et attends, je voyais un truc, il y a une question d'Hélène après aussi, mais Amandine, tu parlais de l'universalisme français.
Et concrètement, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est un peu touchy comme sujet, l'universalisme, mais j'essaierai de partager avec vous la ressource. C'est, j'ai oublié son nom, d'ailleurs, j'oublie beaucoup de noms en ce moment. Il y a une UX researcher américaine, Alba Villamy, voilà. Elle a fait une conf, enfin, il y avait UX Research conférence il y a quelques semaines à laquelle j'avais assisté. Et elle a fait une conférence en disant quand on est colorblind, en tout cas quand on fait des designs colorblind, où on ne voit pas la couleur, en fait, on fait du design souvent raciste, parce qu'en fait, à partir du moment où on ne prend pas en compte la réalité de ces publics dans le produit, où là, on parle de produit, mais elle aurait pu parler d'un autre groupe, hein. Mais en gros, à partir du moment où on ne s'y intéresse pas et qu'on ne regarde pas, et en fait, on ne fait que répliquer des stéréotypes normal puisqu'on ne les connaît pas, et donc on va juste mettre ce qu'on pense connaître, ce qu'on pense juste, etc. Donc c'est hyper intéressant, elle est researcher, et c'est hyper intéressant parce qu'il se passe beaucoup de trucs autour du monde de la recherche, avec certains talents comme Alba, comme Viviane Castillo, qui a créé Humanity Center. C'est une formation, un training sur l'accessibilité, enfin c'est pas sur l'accessibilité, sur l'inclusion, enfin créer des expériences human center, centrée sur les humains. Moi, je l'ai faite quand elle a dit qu'elle faisait ça, je me suis inscrite tout de suite parce que ça promettait d'être super, et je vous le recommande. C'est une super communauté. On continue à grandir, à apprendre même après les 5-6 semaines de training. C'est topissime. Enfin, moi, c'était, comme j'ai déjà dit, mais c'était mon meilleur investissement de 2020. Ça donne envie, c'est super. Ouais. Écoute, on va prendre on va te demander les ressources, et puis on va faire un bon petit message bien musclé avec plein de ressources. Ça va être top. Camille disait oui, j'avais fait une ressource, mais elle n'est pas à jour, mais je pourrais déjà partager l'article Medium. J'avais mis plein de liens, en tout cas ceux qui sont dans ma présentation, et on pourra rajouter quelques liens. Super, c'est top. Écoute, on n'a pas plus de questions, et il est déjà 19h40, donc on va peut-être laisser les gens aller manger, mais en tout cas, on te remercie. Vraiment, tout le monde a apprécié. Tu inspires même des gens qui souhaitent se reconvertir en UX, donc un grand merci. Bon, ça fait plaisir. Merci en tout cas d'être là et d'être restés si nombreux et nombreuses. Ouais, ça nous fait plaisir. Merci à tout le monde, merci d'avoir été aussi actif sur le chat, merci pour toutes ces ressources. On va vous partager toutes ces ressources, on va vous partager aussi une enquête de satisfaction pour savoir qu'est-ce que vous avez pensé de ce super talk. Je suis un peu en train de vous influencer, mais en tout cas pour aussi nous donner des suggestions pour les prochains événements. On vous souhaite de passer un très bel été, prenez soin de vous, et à très bientôt, et encore merci Gladys. Merci, à plus tard. Bonne soirée. Bonne soirée.